Bienvenue sur votre plateforme pour décrypter l'actualité. Plongez au cœur des grands débats politiques, sociaux, économiques et culturels qui façonnent notre monde. Donc ça, c'est l'avant-dernier. Le coup de pied dans la fourmilière des ONG suspectes d'espionnage au Niger par le général Mohamed Toumba, ministre d'État. Quel type de gouvernement peut efficacement combattre les ONG néocolonialistes et impérialistes en Afrique? Voilà l'avant-dernier sujet de cette émission. Le général de brigade Mohamed Toumba, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, ministre de la Sécurité publique et de l'administration territoriale du Niger, dans le cadre de la vaste campagne de communication et d'information gouvernementale qui a été entreprise à Niamey, en direction des populations du grand peuple africain du Niger, a parlé pendant près de 50 minutes devant les meilleurs journalistes de la radio-télévision nationale du Niger. Je l'ai écouté d'un bout à l'autre, expliquer et déployer la doctrine sécuritaire nigérienne qu'il maîtrise avec une tranquillité qui nous met en confiance, car ce sont des hommes de pensée et d'action qui sont à la tête du Niger. Souvenez-vous du régal qui nous a été offert quelques jours plus tôt, lorsque le général de corps d'armée, Salifou Modi, ministre d'État, ministre de la Défense, nous a déployé la doctrine géotactique, la doctrine géostratégique et géopolitique du Niger. Les généraux qui sont au pouvoir au Niger ont une qualité incontestable. Ce sont des hommes de très haute culture. Parce que quand c'est le président Abdourahmane Tiani lui-même qui vous prend pour vous décrire l'histoire des chefferies, des sultanats et des empires de son pays et d'Afrique sahélienne en particulier, vous êtes étonné, vous vous demandez à quel moment cet homme a eu le temps d'apprendre aussi précisément l'histoire de notre continent. Lui, qui très tôt a été versé dans le métier des armes et dans une carrière de militaire de terrain. Oui, on est très heureux quand on écoute les officiers du CNSP là. Ces officiers-là sont des universités incarnées. C'est très agréable. Donc le général Mohamed Toumba s'est assis devant les journalistes et il leur a déployé la doctrine sécuritaire du Niger, tranquillement. Mais il y a un point qui a retenu mon attention. Et c'est de ce point que je veux vous parler. Il y a un point particulier qui a vraiment retenu mon attention. C'est quand il s'est mis à parler de la situation des ONG, organisations non gouvernementales, les associations d'origine étrangère dans son pays. Il a fait remarquer que, en fait, une bonne partie des organisations non gouvernementales et des associations d'origine étrangère qui opèrent dans son pays, on n'en maîtrise pas exactement la nature profonde. On n'en maîtrise pas entièrement les activités. On n'en maîtrise pas entièrement les ressources. On n'en maîtrise pas entièrement l'agenda. On n'en maîtrise pas entièrement la finalité. Cela m'a beaucoup intéressé parce que, dans une analyse précédente, j'avais souligné le fait qu'il ne fallait pas simplement appeler au retrait des troupes néocolonialistes, des troupes impérialistes étrangères du sol africain. Il fallait également déloger toutes les compagnies de sécurité privée, ce qu'on appelle les sociétés militaires privées, c'est-à-dire les compagnies de mercenaires qui opèrent en Afrique et qui ne répondent que devant des grandes puissances hostiles aux pays africains en quête de souveraineté. Donc il fallait mener une enquête dans toutes les sociétés de sécurité, dans toutes les sociétés de mercenaires, et dégager systématiquement celles qui sont sous allégeance d'une puissance hostile à un pays africain. Ça, je l'avais montré. Mais ce que le général Mohamed Toumba, par son intervention récente à la radio-télévision nigérienne, cette grande chaîne que je salue, et je salue mon ami Abdoulaye Tiemoro, qui faisait partie des intervieweurs. En fait, le général Toumba a mis un coup de pied dans la fourmilière des ONG et des associations. Et il a en même temps annoncé une méthodologie de travail que le Niger va appliquer. Ils vont à nouveau examiner tout le répertoire des associations. Ils vont vérifier, bien sûr, d'abord les documents statutaires des associations et des ONG. Ils vont vérifier le fonctionnement du financement. Ils vont vérifier le cahier d'activité des associations.
Ils vont vérifier les preuves des activités, l'agenda d'activité des associations. Ils vont vérifier la finalité des associations. Et c'est seulement à l'issue de cette grande vérification nationale, sur pratiquement 4000 ONG et associations, que seront listées celles qui sont autorisées à continuer à opérer au Niger. Mais écoutez, la méthode nigérienne doit être appliquée partout. Mais, et c'est là que ma deuxième réflexion me vient. La deuxième inspiration me vient, après avoir écouté le général Mohamed Toumba. Est-ce que tous les pays africains, avec tous les régimes que nous avons, sont aptes à mener ce travail sérieusement? Parce que ça ne m'a pas échappé qu'au Cameroun, mon pays natal, le régime de Paul Biya met la pression sur une association, une ONG des droits de l'homme appelée le REDAC, dont la présidente du conseil d'administration est l'avocate internationale Alice Nkom, et je crois la secrétaire exécutive, eh bien, Madame Maximilienne B. Le régime Biya met la pression sur cette ONG en particulier, au motif qu'il veut maîtriser l'origine des ressources et l'usage qui est fait par les ressources financières de cette ONG. Alors, la question qui vient tout de suite, c'est, est-ce que tout régime politique est apte à mettre de l'ordre dans les ONG? À quelles conditions un régime politique peut-il mettre de l'ordre dans les ONG? Mais il y a une condition essentielle, c'est que ce régime politique lui-même respecte le droit. C'est que ce régime politique lui-même ne fasse pas ce qu'il condamne. C'est que ce régime politique lui-même ne soit pas de mèche avec des ONG comparables à celles qu'il traque pour des motifs qu'il allègue. Parce qu'en fait, pour demander aux gens de respecter une loi, il faut la respecter soi-même. Au Niger, avec la révolution du CNSP, qui est venue couronner la révolution populaire nigérienne, le 26 juillet 2023, l'État est en train de monter en transparence. L'État est en train d'améliorer sa gouvernance. L'État est en train d'améliorer sa gestion. Le président Tiani fait tout pour que ses ministres rendent compte du moindre détail, qu'ils rendent compte de ce qu'ils font au nom du peuple nigérien et avec l'argent public nigérien. C'est dans ces conditions que le gouvernement du Niger est en légitimité morale, mais d'exiger la même chose des ONG et des associations. Mais au Cameroun, on a un État et un gouvernement corrompus jusqu'à la moelle. Je dis bien corrompus jusqu'à la moelle. Et ce sont eux qui veulent traquer les associations pour leur demander d'être transparentes et exemplaires. Mais écoutez, comment le diable peut-il demander aux gens d'être des anges? C'est ça la question qui se pose. Comment le diable peut-il demander aux hommes d'être des anges? Voilà la question telle qu'elle se pose aujourd'hui. Voilà. Comment le diable peut-il demander aux hommes d'être des anges? Le régime Biya est un régime corrompu. C'est un régime qui a financé plusieurs ONG corruptrices, plusieurs ONG criminelles et pourries. C'est un régime qui a pris l'argent public camerounais et qui l'a souvent partagé à des associations loufoques. Sans difficulté et sans rendre compte à qui que ce soit. C'est un régime qui a proclamé que les ressources du pétrole étaient une affaire entre le directeur général de la Société nationale des hydrocarbures et le président de la République. Le pétrole de tous les Camerounais. Ils ont dit ça publiquement à la télé, que c'est l'affaire du DG de la SNH, qui s'appelait à l'époque Jean Assoumouve, et du président Biya. Ils ont dit ça. Quand vous avez eu ce degré de mépris des règles de bonne gestion de la fortune publique, est-ce que vous êtes vraiment fondé à persécuter une ONG pour qu'elle soit exemplaire, alors que vous êtes tout le contraire de ce que vous revendiquez? Non. La condition pour mettre de l'ordre dans la société civile, c'est d'être un État de droit. C'est d'être un État exemplaire. C'est d'être un État qui respecte les règles qu'il demande aux populations de respecter. Je tiens à le dire ici. Et je salue le Niger qui a compris que les ONG et les associations sont en réalité des chevaux de Troie par lesquels les néocolonialistes et les impérialistes peuvent passer pour fragiliser le pays. Il est important d'avoir un suivi des ONG et des associations. Mais ce suivi doit toujours se faire dans le respect des libertés fondamentales, dans le respect des droits fondamentaux, et il doit se faire par un État lui-même exemplaire. Quand l'État n'est pas exemplaire,
il n'est pas fondé moralement à poursuivre les gens. Quelle douleur ressentent, eh bien, les contrevenants quand ils sont punis par un contrevenant. Mais quelqu'un qui ne respecte pas la loi et qui te punit pour n'avoir pas respecté la loi, mais c'est la double peine. Tu as mal parce qu'il te punit au nom de la loi, mais tu as en plus mal parce que celui qui te punit au nom de la loi ne la respecte pas. C'est trop. Donc, la clarification du statut des ONG, la surveillance des ONG, l'encadrement de l'activité des ONG se fait d'autant mieux que l'État, le gouvernement, ont une gouvernance elle-même exemplaire. Et je voudrais saluer ici l'initiative nigérienne, qui est une initiative essentielle dans le cadre de la lutte antiterroriste. Car quand ils n'ont plus leur base militaire, quand ils n'ont plus leur compagnie de mercenaires, par où vont passer les néocolonialistes et les impérialistes pour infiltrer le corps social? Bien souvent, ils vont essayer de passer par les associations. Ils vont essayer de passer par les ONG. Mais, pour autant, cette mise au pas des associations et des ONG doit se faire dans le respect de l'état de droit. Et ceux qui doivent appliquer cette transparence dans la société doivent être eux-mêmes transparents. Il y a un effort de transparence qui est fourni depuis le 26 juillet 2023 au Niger, alors qu'au Cameroun, avec Paul Biya, il y a plutôt un effort d'opacité. Il y a plutôt un effort d'opacité. Alors, quand vous êtes dans l'opacité, vous ne pouvez pas emmerder le monde avec vos exigences de transparence. Si tu veux être capable d'exiger la transparence aux autres, eh bien, applique-la à toi-même. Sois toi-même un exemple de transparence. On arrive au dernier. Tous les pays africains doivent passer au peigne fin les associations et les ONG qui opèrent sur leur sol. Car c'est là-dedans que vont se cacher les mercenaires. Une fois qu'ils auront été chassés sous forme de compagnie de mercenaires, de sociétés de sécurité privée, ils vont se réfugier dans les associations. Attention. Donc, fermeture de bases militaires, fermeture de sociétés militaires privées, compagnies de mercenaires, fermeture d'associations suspectes. Voilà, le nettoyage des écuries d'Ogias. Gang, gang. Gang, 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 gang. Félicitations au gouvernement du Niger, sous l'égide du leader de ce pays, son Excellence, le général de brigade Abdourahmane Tiani. Alors, je voudrais aborder une dernière question, un dernier sujet. Ce sera plutôt un petit rappel. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt les déclarations de l'ancien grand opposant du Tchad, Monsieur Succès Masra, qui vient de faire une nouvelle allégeance au pouvoir central du Tchad, incarné par le président maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. La déclaration de Masra Succès a été formulée dans des termes que j'ai retrouvés. Alors, comment RFI restitue ça? Dans son émission Appel d'actualité, RFI dit « Succès Masra accepte la main tendue du président de la République ». Au Tchad, après avoir contesté les résultats de l'élection présidentielle et boycotté les législatives, l'opposant Succès Masra déclare sa confiance dans les institutions et se dit prêt à travailler avec le président Mahamat Idriss Déby. Que vous inspire ce revirement? Quelles en seront les conséquences politiques? Vos analyses nous intéressent. Ça, c'était le titre de l'émission de RFI, eh bien, Appel sur l'actualité. Donc, même RFI constate que Masra a fait un revirement. Ce qui m'intéresse, c'est que RFI constate que Masra a fait un revirement. C'est-à-dire que le bord politique qui était dans cette séquence où l'armée française a été pliée de quitter le Tchad, et où RFI, bon, comme tous les médias officiels, est particulièrement remonté contre Mahamat Idriss Déby Itno, on se serait attendu, on s'attend dans ces conditions que RFI soit beaucoup plus en soutien de l'opposition, puisque le régime de Mahamat Idriss Déby Itno est réputé avoir été ingrat. Il n'a pas dit merci. Ok, d'accord. Mais enfin,
Dans le cas d'espèce, RFI dit que c'est un revirement. C'est-à-dire que Masra renonce à s'opposer à Mahamat Idriss Déby Itno. La question c'est, il y a 3 questions qui me viennent à l'esprit. Je vous les expose. La première question c'est, pourquoi Masra fait-il ce revirement? Quelles sont les causes du revirement? Parce que si on ne sait pas pourquoi il fait ça, on ne peut pas savoir comment il le fait, on ne peut pas savoir vers où il va à travers ce revirement. Et la deuxième question c'est, est-ce que c'est un revirement ou plutôt une confirmation de la stratégie et de la posture permanente de Masra? C'est la deuxième question. Et puis la troisième question c'est, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant que Masra accepte, pour ainsi dire, la main tendue de Mahamat Idriss Déby Itno, et qu'il veut revenir, pour ainsi dire, dans la République, pour travailler avec Mahamat Idriss Déby Itno, qu'est-ce qui va se passer? Voilà les 3 questions. Vous êtes d'accord avec moi? Ce sont 3 questions qui vous intéressent. Si elles vous intéressent, continuez à partager cette émission. Parler du Tchad est aussi important que parler n'importe quel autre pays africain. Encore un tour de partage et de protection, s'il vous plaît. Bon, première question. Qu'est-ce qui a poussé Succès Masra à faire cela? Bon, d'abord, il faut constater que globalement, il n'a pas voulu aller aux législatives. Il n'a pas voulu aller aux législatives parce qu'il craignait très clairement que certains de ses camarades soient élus députés et que par la suite, ils soient rachetés par le pouvoir, MPS. C'est le classique des opposants en difficulté. Quand vous êtes en difficulté, vous n'avez pas tout à fait intérêt à laisser vos camarades prendre des fonctions dans l'appareil d'État de votre adversaire. Parce que si vos camarades prennent des fonctions, certains peuvent avoir la faiblesse d'être achetés et d'aller faire coalition avec lui. On peut même utiliser cela pour diviser votre parti en morceaux. Donc Masra, qui ne veut pas perdre le contrôle de son parti, les transformateurs, et qui ne veut pas perdre un certain nombre de bases, de bastions, eh bien, des transformateurs, a refusé d'aller aux législatives. Il a refusé d'aller aux législatives, en fait, pour neutraliser à l'intérieur de son propre parti des cadres qui auraient pu le doubler après avoir été élus. Parce que vous imaginez bien qu'il y a des régions du Tchad où les transformateurs allaient gagner. Et ce n'est pas uniquement dans la région où Masra est le plus populaire. Si lui se faisait élire, il pouvait se faire élire avec, mettons, 5, 6, 7 de ses camarades, ou une dizaine. Et puis, à un moment donné, face à la puissance du pouvoir, il y en a 3 ou 4 qui basculent. Ce serait la honte. Donc, il a refusé d'aller aux législatives pour cela, parce qu'il s'est senti affaibli par le risque que émergent d'autres personnalités de son parti qui s'imposeraient au Parlement. Ça, c'est la première raison. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle Masra la joue douce. Mais c'est la perte d'influence de la France. C'est le départ de l'armée française. Le fait que Mahamat Idriss Déby Itno ait surpris non seulement la France, mais également l'opposition tchadienne. Parce que Masra fait partie des gens qui ont été surpris par la décision de Mahamat Idriss Déby Itno de demander officiellement à l'armée française de quitter le sol tchadien. Et surtout, il a été surpris par la rupture des accords de coopération militaire. Masra ne soupçonnait pas Mahamat Idriss Déby Itno d'être capable d'une telle décision. Sachant que le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno est arrivé au pouvoir avec le soutien de la France, Masra ne pensait pas que Idriss Déby Itno, Mahamat, serait capable de se tenir comme ça, de dire « je romps les accords de défense et de coopération et je demande à l'armée française de partir du sol tchadien au plus tard le 31 janvier 2025. » Ça, c'est un coup qui a assommé Masra. Masra est tombé à la renverse. Parce qu'il croyait dans la classe politique tchadienne être celui qui finalement était le plus critique envers la présence française. Puisqu'il avait quand même dit que l'armée française était une armée de sans domicile fixe et que c'était dommage que cette armée soit en errant sur le continent africain. Il avait quand même dit cela, Masra. Et il pensait que c'était l'audace absolue, que là il avait cassé la baraque, il avait fini avec ça, que vraiment il avait dit quelque chose de courageux. Parce que par ailleurs, Masra est bichonné par l'élite politique française. Vous avez vu comment, même quand il était encore simplement opposant, il était plutôt bien reçu à Washington et à Paris, caressé dans le sens du poil. On l'a aidé à avoir son pacte de Kinshasa. Tshisekedi a joué le rôle qu'on lui a demandé de jouer pour ça. Vous avez vu comment Washington et Paris lui ouvrent leurs grands médias chaque fois que c'était nécessaire.
Masra s'est vraiment senti enfant chouchou de Paris. Et lors de son passage éclair à la primature, il fallait donc le voir en compagnie d'un autre Premier ministre éclair. Eh bien, Gabriel Attal ici à Paris, mais leurs pieds ne touchaient pas le sol. C'était vraiment deux jeunes parvenus et trop heureux d'être Premier ministre si vite. Bon, enfin, quand même. Il a cru donc que, en fait, ses positions étaient les plus audacieuses contre le néocolonialisme français. Et il a été doublé sur ce terrain par la décision énergique, surprenante, renversante du maréchal Mahamat Idriss Déby. Ça, c'est la deuxième raison. Maintenant que la présence sécuritaire française s'est affaiblie dans le pays, Masra s'est senti beaucoup plus seul, isolé, littéralement livré à Mahamat Idriss Déby Itno, dont on sait qu'il n'a pas la gâchette difficile. Quand on voit comment il s'est débarrassé du leader du Parti socialiste sans frontières, notre frère Yaya Dilo Mbeki, Masra a bien vu que, qui plus est en l'absence de l'armée française, comme étant une petite contrainte physique pour Mahamat Idriss Déby Itno sur le sol tchadien, il a vu que sa vie là, en Djamena, ne vaudrait pas plus que celle de Yaya Dilo Mbeki. Masra a vu ça. Et ce n'est pas, je ne lui reproche pas cela comme un défaut. Il a bien fait de bien voir ça. Mais en fait, Masra, il aurait pu voir ça s'il m'écoutait. Parce que moi, je lui avais dit que c'est comme ça que ça allait finir. Quand il a commencé à louvoyer, c'est-à-dire à perdre la confiance du peuple tchadien, je lui ai dit qu'il allait finir sous la protection de celui qu'il veut tromper, qu'il veut ruser, contre lequel il veut ruser, pardon. Vous retrouverez mes émissions. Parce que tout ce qui arrive à succès Masra, là, c'est pour ça que je l'ai appelé échec. Je lui ai dit que ça finirait toujours comme ça. Chez nous, à Douala, à Bépanda, il y avait un papa qui était très fort au damier. À Bépanda, Omnisport, on l'appelait Papa Coco. Quand il joue au jeu de dames avec toi, il te montre là où il va finir tous tes rois, tes chefs. Les pions qu'on appelle les chefs. On appelle ça chez nous au Cameroun le tamba. Papa Coco te dit, quand il joue avec toi, il te dit Wakwandi Galen. Wakwandi Galen. Quand j'ai vu M. Masra commencer à aller à gauche et à droite comme ça, je lui ai dit, M. Masra, vous allez finir sous la main de Mahamat Idriss Déby Itno. Vous ne pourrez pas lui échapper. Parce que vous êtes en train de vous couper du peuple tchadien qui voyait en vous l'espoir de sa résistance et de sa résilience. Comme vous vous coupez de lui, désormais le seul à pouvoir vous protéger au Tchad, ça sera celui-même que vous vouliez renverser. Parce que vous le considérez comme un héritier d'une dynastie. Bon. Voilà donc que l'armée française s'en va. Et là, aussitôt, Masra est obligé de chanter la chanson que vous connaissez. La chanson de la désillusion. J'ai entendu la voix rauque de Masra. Kasongo ye ye, mobali nangai. Kasongo mbona weo, songa libala, mbo ye ye ye. Kasongo mbona weo, mobali nanga. Masra a chanté Kasongo. Quand il a vu vraiment, parce qu'il pensait peut-être même que les soldats français allaient faire volte-face, foncer sur le palais présidentiel, finir avec flinguer Mahamat Idriss Déby Itno, en disant, salaud, on t'a aidé à prendre le pouvoir en 2021, c'est comme ça que tu nous remercies. Quand Masra a vu les avions militaires français, avec les soldats remplis dedans, décoller pour partir, il dit, Astaghfirullah. Hey, Masra, il fallait que tu écoutes. Hey, si tu avais écouté ton doyen Franklin Nyamsi depuis longtemps, tu ne serais pas dans cette situation, Masra. Maintenant, tu es obligé de faire un revirement. En tant que leader serviteur, tu dois faire un revirement. Mais tu dois d'abord chanter Kasongo, Kasongo, la chanson de la désillusion, la chanson du sanglier. Masra a chanté ça. Quand il a fini de chanter ça, il est allé reconnaître une victoire. Il est allé reconnaître une victoire qui a eu lieu sans concurrence. C'est-à-dire que c'est pas possible. Et il dit qu'il reconnaît la légitimité. Alors, quels sont les mots de Masra lui-même? Parce que ce sont ces mots qui... Non, le gars, il est étonnant. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'il a le don d'échouer piteusement, quoi. Il n'échoue jamais avec dignité.
Il échoue piteusement. C'est-à-dire que vraiment, il se ramasse et il vient se livrer littéralement comme un tas de couem. Un tas de feuilles de manioc qui ont déjà été cueillies et qui attendent d'être découpées pour faire la sauce légumes avec. C'est pas possible. Masra, qu'est-ce qu'il dit? Écoutons ses propos. Il dit, en tant que républicain, je reconnais les résultats des élections et accorde ma confiance au maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Hein? Il dit les élections. Bon, aux législatives, il n'a pas participé. Comment tu peux reconnaître les résultats des élections? Tu es président d'un parti, tu as dit à ton parti de ne pas participer, puis tu reconnais les résultats des élections. Mais tu te fous de tes camarades ou quoi? Tes camarades, tu leur as dit on n'y va pas. Vous avez décidé de ne pas y aller. Ils n'y sont pas allés. Les élections ont eu lieu sans eux. Et puis toi, tu viens reconnaître ça. Ça veut dire quoi? Tu reconnais quelle élection là? Est-ce que tu y as participé? Tu as refusé que ton parti participe. Parce que déjà, tu ne reconnaissais pas les résultats des élections présidentielles. Ok. Mais enfin, tu ne reconnais pas le résultat des présidentielles. Tu boycottes donc les législatives pour cela. Et après, tu viens reconnaître ceux qui ont été élus dans les élections que tu as boycottées. Ah, Masra. Ah, non. C'est-à-dire que dans le domaine de la vacuité, de la nullité et de la gaucherie politique, je ne connais pas beaucoup en Afrique qui sont en avance sur Masra. Je boycotte la présidentielle. Je boycotte la législative. Quand les deux ont fini, je reconnais celui qui a gagné la présidentielle et la législative. Ça s'appelle la sorcellerie en politique. C'est ça. C'est comme ça que, quand on dit que la sorcellerie commence en plein jour, c'est ça. Qui peut croire en l'allégeance de Masra dans ces conditions? Qui ne voit pas qu'il s'agit d'une allégeance hypocrite? Qui ne voit pas que c'est parce qu'il est en situation de faiblesse, vu l'affaiblissement de son parrain sur le terrain, et que c'est une posture en attendant que des horizons meilleurs viennent. C'est cette posture qu'adopte Masra. Qui ne voit pas qu'il attend que Mahamat Idriss Déby Itno ne soit plus en position de force, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer à l'avenir, pour renier à nouveau sa parole. Parce que quelqu'un qui boycotte la présidentielle, non, qui boycotte le résultat de la présidentielle, il n'a pas boycotté la présidentielle, il a boycotté le résultat de la présidentielle. Il n'a pas reconnu le résultat. Ok. Quelqu'un qui boycotte carrément la législative, c'est-à-dire qui finalement considère que les deux précédentes élections sont nulles. Cette personne ne peut pas reconnaître la légitimité du régime qui est sorti des deux élections qu'il conteste. La première, il conteste les résultats, il dit que c'est lui qui avait gagné. La deuxième, il en conteste normalement le résultat puisque toutes les forces politiques n'y ont pas participé de toutes les façons. Lui, les transformateurs ne peuvent pas légitimer une élection alors qu'ils n'y ont pas participé. Et que, par conséquent, les Tchadiens qui auraient voté pour les transformateurs sont restés chez eux. Si ils ont suivi le mot d'ordre, justement, de boycott. Donc, vous voyez, la politique de Masra est complètement incompréhensible. C'est un non-sens. C'est une politique illogique. C'est une politique charabiaïque. Ce monsieur-là il fait du charabia politique. Du charabia politique, c'est ce qu'il fait. Alors, du coup, ça m'inspire 3 commentaires. Premier commentaire, j'ai pitié des militants de son parti. Parce que quand vous avez un leader volatile, un leader contorsionniste comme ça, qui va dans tous les sens, un leader qui n'a pas un axe et qui ne s'y tient pas, mais vous êtes malheureux. Vous suivez qui? Il est perdu et vous êtes perdu avec lui. Donc, j'ai un mot de compassion pour les transformateurs. Deuxième question. Maintenant, on connaît les causes. Deuxième question. Mais donc, alors, ce contorsionnisme-là, où est-ce qu'il va conduire Masra? Je le lui dis clairement, il serait peut-être temps. On peut prendre sa retraite politique très tôt. Hein. Il est plus jeune que moi, Masra, mais il peut laisser la politique. Parce qu'en fait, il n'est pas fait pour faire la politique. Honnêtement, bon, il n'y comprend pas grand-chose. Il a un problème de compréhension même de ce qu'il fait. Parce qu'en fait, là, Masra, il déçoit ses partisans, mais il déçoit aussi ses adversaires. Parce que quand le président Mahamat Idriss Déby Itno a lancé l'appel pour la réconciliation, il espérait de la sincérité. Mais ce que Masra lui amène là, qui croit en ça? Même Masra n'y croit pas.
Même les militants des transformateurs ne croient pas que Masra soit sincère avec sa manière de faire. Tu n'as pas reconnu les résultats de la présidentielle. Tu as boycotté les législatives. Comment tu peux dire que tu reconnais les résultats des élections auxquelles tu n'as pas participé? Comment tu fais ça? Tes militants qui ont boycotté avec toi fièrement, comment ils dorment? Et ils dorment penchés avec des courbatures. Ils dorment penchés avec des courbatures à cause de ton comportement. Ils ont honte. Ils rasent les murs de N'Djamena, de Moundou, de Sar, de Bongor, à cause de toi. Ils rasent les murs d'Abéché, tes militants. Parce que leur patron, il n'a pas de parole. Leur patron est un faux fileur, c'est un contorsionniste. Leur patron, c'est un individu à la parole serpentine. Ça va à gauche, ça va à droite, ça va à gauche, ça va à droite, ça va en bas, ça va en haut. Il est partout et nulle part. Donc pour moi, la manière de procéder de Masra indique qu'il devrait peut-être se retirer de la politique. Et se consacrer davantage peut-être à l'étude, à l'observation, à autre chose. Peut-être comme il s'est formé dans le domaine de la finance, les métiers de la finance. Masra, il n'est pas tard, mon jeune frère. Tu peux quitter ça et te consacrer à la finance parce que la politique, là, ça ne va pas. Tu as atteint un niveau d'illisibilité, de flou, de confusion, de cafouillage mental tel que tes propres militants ont pitié de toi. Mais c'est pas bon que les militants se mettent à avoir pitié de leur chef. Ils doivent être admiratifs du chef. Mais le chef est tellement perdu. C'est-à-dire que les transformateurs sont tellement transformés qu'ils ne se reconnaissent plus. Ils sont métamorphosés, ils sont passés de la transformation à la métamorphose. Et si ça continue comme ça, ils vont finir en anamorphose et en polymorphose. Ils vont se retrouver comme le personnage central du fameux roman de Franz Kafka, La Métamorphose. Il y a un personnage dedans qui s'appelle Grégor Samsa. Le gars se réveille un matin, il est transformé en cancrelat. Il se réveille un matin, il est transformé en cancrelat. Grégor Samsa n'en revient pas. Même ses parents se disent, mais comment notre fils est devenu un cancrelat? Un cafard, il est transformé en cafard. Et c'est le thème du roman. Les mésaventures de Grégor Samsa après sa métamorphose. Mais Masra, c'est Grégor Samsa là. Il s'aplatit à un tel niveau que il me rappelle le personnage de Kafka. Il s'est transformé, tellement transformé, qu'au bout du compte, l'homme, il est couché. Il est complètement couché là. Mais c'est pas ce que tu nous avais dit. Disent les militants des transformateurs, ils disent, on ne savait pas que c'est ce qu'il allait faire. Chez nous au Cameroun, c'est comme ça qu'on dit ça. Mais on ne savait pas que c'est ce qu'il allait faire. Quand on marchait derrière lui, on ne savait pas. Je vois même la difficulté dans laquelle les militants sont sur les réseaux sociaux. Les derniers militants qui parlent sur les réseaux sociaux. Ils savent pas comment commenter. Bon, il y en a un qui a dit que, il y en a un militant de Masra qui m'a dit que vous n'êtes pas assez intelligent pour comprendre le niveau de réflexion stratégique qui a amené Masra à se soumettre à Mahamat Idriss Déby Itno. Ouh! C'est là où j'ai compris que c'est grave. La maladie de leur patron est descendue sur eux. C'est-à-dire que les gars, ils s'aplatissent tellement qu'à un moment donné, ils pensent qu'ils sont plus grands que ceux qui sont debout. En effet, quand tu es couché là, quand tu es trop couché, tu peux à un moment donné penser que tu es debout. Tellement tu es plat que tu es dans une forme de verticalité horizontale. Parce que celui qui est bien aplati là, il est droit, hein. Et quand tu es tout droit comme ça, et que tu oublies qu'en fait tu es droit, ventre couché contre le sol, tu crois que tu es debout. Et c'est ce qui arrive à ce genre de personnages. Ils sont couchés, aplatis, mais comme ils sont parfaitement aplatis, ils ont une certaine verticalité, mais c'est une verticalité allongée. Et ils la confondent avec la verticalité redressée, axiale. Et c'est comme ça qu'ils confondent la largeur avec la hauteur. Ouf! C'est grave. J'ai eu mal pour les transformateurs. Et je voulais dire à mon frère, mon jeune frère Masra, mais tu peux prendre congé de la politique, bon, confie ton parti à un de tes camarades, et prends un congé même de, mettons, 5 ans. Tu es jeune. Moi, là, j'ai 52 ans, bientôt 53 ans. Hein? En politique en Afrique, là, on considère que c'est un jeune âge. Toi, tu es dans la quarantaine. Je pense, à peine. Mais prends 5 ans. Prends 5 ans, réfléchis un peu à ta vie. Parce que je pense que ça ne va pas. Qu'ils prennent 5 ans. Alors, qu'est-ce qui va se passer? J'ai proposé, mais sous la forme
de l'ironie, j'ai proposé au président Mahamat Idriss Déby Itno de nommer notre frère Masra Echek, dit succès, le nommer ambassadeur du Tchad au Groenland pour l'obliger à aller réfléchir. Nommez-le au Groenland. Qu'il aille là-bas. C'est un pays où il fait très froid. Il aura une belle villa de fonction, une bonne bibliothèque. Il va s'asseoir pour réfléchir. Parce que Masra a besoin de réfléchir, ça ne va pas. Il a besoin de se stabiliser mentalement. Je suis sûr que quand on est venu dire au président Mahamat Idriss Déby Itno que Masra a décidé de le rejoindre à nouveau, le président a crié « Ah non, 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 non. Je ne suis pas... Non, mais c'est pas vrai, vous mentez. Vous mentez. On lui dit non, président, il dit qu'il est avec toi. Et, il a dit ça. Montrez-moi les déclarations. On prend les vidéos, on lui montre. On prend les... Ah, Midi dit, hey, astaghfirullah. Hey. Le professeur dit souvent dans ses émissions, attention, attention, attention. Mais ce monsieur, maintenant je vais le mettre où? Ouais, mais il revient, on le met où? Mais président, il veut la primature. Quoi? Mais jamais il va revenir à la primature. Il veut quoi? Non, non, non. Même pas dans le gouvernement. Je ne vais pas le voir. On va mettre Masra où? Vous-même, quelqu'un qui a un comportement comme ça, là, on va le mettre où dans la République? Bon, nommez-le ambassadeur au Groenland dans un pays où il n'a rien à faire. Ne serait-ce que pour que le jeune frère puisse se calmer et réfléchir. Et je pense que c'est bien pour sa santé, c'est bien pour sa vie. Parce que là, après cette phase d'étalement, il va encore dire quoi au Tchadien? Il va encore dire quoi? Quand il a fini de dire ça, il va dire quoi? Quelqu'un qui valide des élections et les considère comme légales et légitimes dans son pays alors qu'il n'y a pas participé. Tchad, Yako. Tchad, Asia,